On va maintenant faire un tour en Montérégie à la réserve de Kahnawake, un des 3 territoires autochtones à proximité de la métropole. Kahnawake, c'est un territoire de 50 km² peuplé d'environ 8000 habitants. C'est un des 3 établissements Mohawk du Québec avec Kanesatake et la réserve d'Akwesasne. Il y aurait plus de 16 000 membres de la nation Mohawk au Québec, ce qui en fait la plus populeuse des nations autochtones québécoises. Et en plus du conseil de bande, saviez-vous qu'il existe aussi le conseil traditionnel Mohawk qui est distinct du conseil de bande? Alors, pour en savoir plus sur ce groupe, nous recevons Édith Morat-Castellan et Marie-Claude Lacroix, qui sont toutes deux agentes de liaison au conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Madame Morat-Castellan, je commencerai avec vous. Justement, pouvez-vous nous distinguer un peu le conseil de bande du conseil traditionnel Mohawk? Oui. En fait, le conseil traditionnel, c'est le conseil qui a été établi depuis le début des temps avec les gens originaires à ce territoire-ci. Donc, ils ont leurs lois, leurs coutumes, leurs cérémonies qui appartiennent à leur tradition. Et il est très important de souligner que leur tradition est une tradition matrilinéaire, dans le sens qu'il y a un équilibre reconnu aux 2 rôles fondamentaux des femmes et des hommes. Les femmes, c'est les donneuses de vie et les hommes, c'est les protecteurs de vie. Et en reconnaissant ces rôles-là, il y a un équilibre qui s'établit pour qu'ils travaillent ensemble afin de maintenir la paix dans la communauté. Et en fait, il y avait des guerres qui étaient en train d'accabler les populations à l'époque, il y a 2000 ans. Donc, ils ont décidé d'arrêter ça en reconnaissant le rôle des mères, des femmes, comme une autorité. Et donc, par contre, le conseil de bande est complètement un système qui a été récemment imposé par le gouvernement externe. Donc, par le gouvernement fédéral, vers quelle année à peu près? Ça vient de l'acte Indian Act qu'on appelle, c'est la loi des sauvages. La loi sur les Indiens. Oui. C'est ça. Et donc, ça s'établit comme quoi c'est un gouvernement qui est établi par le fédéral et qui est un gouvernement électif. Donc, chez les Autochtones, les élections, les votes, tout ça, ça n'existe pas. Donc, ça vient briser ce qui est la gouvernance originelle des peuples autochtones ici. Et donc, le conseil traditionnel Mohawk, quel est votre rôle en ce moment ou quel mandat vous vous donnez? Bien, depuis 2009, en fait, les cérémonies, comme je mentionnais au début, c'est quelque chose de fondamental. C'est de continuer à garder les cérémonies et les lois. Et en 2009, les gens du conseil se sont réunis ensemble et ils se sont posé la question, bon, à quoi ça sert qu'on donne un remerciement pour l'arbre si l'arbre est en train de se faire tuer, si on est en train de tuer les rivières, la terre, on est en train de polluer, on donne les remerciements, mais ça sert à quoi? Donc, les questions environnementales sont très importantes pour vous. Absolument, parce qu'il y a justement, avec la question de matrilinéarité, c'est pas seulement avec les humains, c'est que notre terre est notre mère, et notre grand-mère lune et notre grand-mère. Il y a une science explicative à ça, avec toutes les relations, pas seulement entre les humains, mais avec tout ce qui est vivant. Et très concrètement, vous prenez entre autres position dans des dossiers comme par exemple le pipeline de TransCanada. Oui. En fait, évidemment, à partir de ce moment-là que le Conseil décide qu'ils vont dédier toutes leurs énergies à défendre notre terre-mère, tout projet qui va être dévastateur pour la santé de la population de la Terre, immédiatement, il y a surtout des populations non autochtones qui vont approcher le Conseil pour faire des actions communes afin d'éviter qu'un projet soit finalisé ou même commencé. Et donc, présentement, vous faites des représentations concernant le projet de pipeline, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On a été même à l'Assemblée nationale pour dire non à toutes sortes de développements qui est nuisible quand il y avait la consultation par rapport à la ligne 9B, en renversement. Et ce n'était pas que le Conseil va se faire consulter, parce que justement, c'est en fait dire on a un traité qui a été établi, c'est le traité de Wampum-Adevois, et vous devez le respecter. C'est que vous respectez les territoires et les traditions, les coutumes, les lois que nous avons. Donc, ce traité-là, c'est ce qui prévoit dans votre analyse, c'est ça? OK. Oui. Et donc, cette question-là environnementale est importante. Et, Madame Lacroix, il y a aussi une autre question qui est importante. Et vous avez participé, ça m'a surpris quand j'ai appris ça, à des conférences au Mexique concernant des projets de forage sur la Lune. Expliquez-nous exactement qu'est-ce qu'il y en a. Oui, c'est ça. Donc, le Congrès international des astronautes qui se tenait à Guadalajara cette année. Mais ça fait depuis, en fait, 2009 que la Maison-Longue, le Conseil traditionnel, suit de très près la situation de la Lune. Et ça a été une progression d'événements, en fait. Tout dernièrement, en août, le président Obama a donné la confirmation qu'une compagnie privée peut maintenant atterrir sur la Lune pour aller extraire les minerais
de la Lune. Et en quoi ça inquiète votre organisation? Bien, c'est vraiment une question humaine, hein, parce que vous savez, la Lune, elle gère nos marées, elle gère, donc les femmes, on est complètement connectés avec la Lune. Donc, du moment qu'on pense, selon la science traditionnelle, que c'est une masse inerte et pas vivante, bien, on a un point de vue tout à fait différent de celui du conseil traditionnel, qui est, il faut absolument protéger la grand-mère Lune. Il faut absolument, parce qu'on est à c'est d'extraire des minerais, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque, puis si on défait justement cet équilibre qui est tout délicat, bien, on peut se ramasser avec une catastrophe. Et nous, ça nous a interpellés. On veut que les gens soient au courant de ça, parce qu'à toutes les personnes qu'on rencontre, les gens ne sont pas au courant. Et on ne parle pas, comme je disais, de 2030, on parle de 2017. Donc, nous, c'était des actions précises et concrètes. C'est la mission de la Maison Longue de se déplacer et de faire entendre une voix qui ne serait pas autrement entendue. Et on va conclure là-dessus. Vous nous avez apporté donc 2 exemplaires, un en français, un en anglais, d'un livre qui a été publié en collaboration avec le Conseil traditionnel Mohawk, c'est ça, qui s'appelle « Paroles de paix en terre autochtone, culture, valeurs et traditions Mohawk ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? En fait, le noyau du livre, c'est justement les enseignements sur la Lune. Parce qu'on a vu que dans un monde où il y a beaucoup de domination masculine qui est en train de complètement abattre la terre, les gens, il y a ce besoin de connaître l'équilibre matrilinéaire que les peuples autochtones tiennent encore comme très, très bien conservé depuis si longtemps. Donc, les enseignements sur la Lune, c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, on offre ces enseignements de la Lune partout. On est en train d'approcher des organisations, des centres communautaires, des centres culturels, des associations des citoyens, tout le monde qui veut apprendre de comment on est intimement lié à la Terre puis à la Lune, puis comment que notre vie en dépend de la Lune. Donc, voilà. Donc pour initier ou renseigner la population sur les traditions autochtones. Alors, Édith Morin-Castellan et Marie-Claude Lacroix, merci d'avoir été là. Merci à vous.